Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de deux frères, des pionniers de l'aviation, devenus constructeurs de voitures de luxe après la Première Guerre mondiale, les frères voisins. Et avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, c'est ici que ça se passe. Allez, c'est parti! Alors je pourrais commencer cet épisode par « Il était une fois ». Il était une fois deux frères unis par un même rêve, voler dans un appareil plus lourd que l'air. L'aîné, Gabriel, né en 1880 à Belleville-sur-Saône, près de Lyon, et Charles, son cadet de 2 ans, ont commencé dès leur adolescence à s'intéresser à la mécanique. Ils avaient déjà l'habitude de se rendre à l'usine voisine pour récupérer du matériel et demander conseil à des ouvriers pour leurs nombreuses constructions artisanales, tricycles à pétrole, bateaux à vapeur et surtout des cerfs-volants, jusqu'à en imaginer un capable de soulever un homme. Et c'est dès 1898 qu'ils commenceront à expérimenter leur premier planeur. Après le lycée, Gabriel entre aux Beaux-Arts à Lyon, et en parallèle, il commence à travailler comme dessinateur industriel dans le cabinet de M. Péguin. Et c'est grâce à son expérience acquise en dessin, mais surtout en aéronautique, qu'il va se faire repérer par Ernest Archdeacon. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est à lui que l'on doit une grande partie du développement de l'aviation du début du XXe siècle. Il est entre autres le cofondateur de l'Aéroclub de France avec ni plus ni moins que Gustave Eiffel, Henri Dutch de la Meurthe et bien d'autres grandes personnalités de l'époque. Et il créera aussi de nombreux prix destinés à mettre au défi les pionniers de l'aviation. Bref, après le premier vol des frères Wright, Archdeacon n'est pas décidé à laisser l'aviation aux seules mains des Américains, et il décide rapidement de construire son premier planeur biplan qui va s'élancer du haut des dunes des plages de Berck dans le nord, avec comme pilote d'essai un Gabriel Voisin. Après ces premiers tests fructueux, mais un peu dangereux il faut bien l'avouer, ils vont rajouter des flotteurs au planeur et le faire tracter sur la Seine par une vedette rapide équipée d'un moteur de 150 chevaux. Ben oui, quitte à se cracher, autant que ce soit au-dessus de l'eau, ça doit faire moins mal. Et le 8 juin 1905, c'est avec cet hydroplaneur qu'ils vont réussir un vol d'environ 600 mètres à une hauteur de 20 mètres. Et j'étais tellement pris par la nécessité de vérifier mes instruments de mesure que j'ai parcouru 7 ou 800 mètres en plein vol sans m'en apercevoir. Les deux frères s'associent alors avec Louis Blériot qui avait assisté à ce premier vol au-dessus de la Seine. Ensemble, ils vont développer les prototypes Blériot 3 et 4, des appareils à ailes annulaires qui n'arriveront jamais à décoller. Il m'a obligé à construire une espèce de machine volante ellipsoïdale qu'il me proposait circulaire. Enfin, j'ai construit la machine ellipsoïdale et c'est avec cette machine que je me suis retourné sur la Seine. Alors oui, il va peut-être se faire moins mal, mais il va presque se noyer et à partir de ce jour-là, il décidera de ne plus jamais piloter. Pas grave, la relève n'est pas loin, puisque son frère Charles, qu'ils avaient rejoint à la fin de son service militaire, deviendra en quelque sorte pilote d'essai de la firme. Après ces échecs, les associés vont se séparer en 1906, et les frères voisins vont racheter à Blériot ses ateliers d'Issy-les-Moulineaux et fonder leur propre compagnie qu'ils vont tout simplement appeler Appareil d'aviation des frères voisins. Bah oui, pourquoi se compliquer la vie? À partir de ce moment-là, ils vont racheter à Léon Levavasseur des moteurs V8 Antoinette de 50 chevaux pour fabriquer des avions à hélice propulsive. Et ils ne vont pas les fabriquer pour eux-mêmes, mais pour de riches clients désireux d'être les premiers à conquérir le ciel. Et leur premier succès arrivera grâce à Alberto Santos Dumont, pour qui ils ont fabriqué le 14 bis. C'est lui qui réalisera le premier vol mécanique d'un avion français le 23 octobre 1906. Et on peut même considérer qu'il s'agit là du premier vol d'un avion tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire le vol d'un appareil plus lourd que l'air, équipé d'un train d'atterrissage, capable de décoller par ses propres moyens et d'atterrir normalement. Et quelques mois plus tard, le 15 mars 1907, c'est Charles Voisin lui-même qui réalisera le premier vol d'un pilote français, cette fois-ci, sur l'avion commandité par Henri Farman. Oh, un tout petit vol, il faut bien l'avouer, un bond d'une dizaine de mètres à peine, qu'il améliorera 15 jours plus tard en parcourant 60 mètres avec le biplan de Delagrange. Delagrange, lui, arrivera à faire un vol en ligne droite de 300 mètres, mais c'est surtout Henri Farman qui, après quelques modifications sur son appareil, remportera le 13 janvier 1908 la première coupe Archdeacon Dutch de la Meurthe, qui récompensait le premier kilomètre bouclé en circuit fermé avec décollage et atterrissage autonome. Cet avion devait pouvoir quitter le sol par ses propres moyens. Il devait pouvoir faire une ligne droite, puis virer et revenir au point d'où il était parti et où il avait quitté le sol. Le 13 janvier 1908, Farman, sur l'appareil de Voisin, boucle le premier kilomètre en circuit fermé et gagne les 50 000 francs du prix Archdeacon Dutch de la Meurthe. Un grand moment dans la vie de Gabriel Voisin.
Je crois que nous sommes embrassés tous les deux. À ce moment-là, nous ne supposions pas une minute que nous venions d'accomplir un fait inimaginable. Il réalisera avant la fin de la même année le premier voyage aérien, un vol de ville à ville entre Bouy et Reims, soit une distance de 27 km. Ce biplan sera exposé avec succès au premier salon aéronautique de Paris de 1908, sous la coupole du Grand Palais, et sera vendu à 70 exemplaires dans le monde. Ce sera là la fin des années disette pour les frères Voisins, et Gabriel écrit dans ses mémoires « De 1904 à 1908, nous avons le plus souvent, écrasés de fatigue, dormi sans nous dévêtir. Nos nuits écourtées s'écoulaient sur un tas de copeaux au pied de nos établis de menuisiers, où la faim nous réveillait à l'aube. » Nous avons connu des heures extrêmement difficiles, n'est-ce pas? Et nous avons connu la faim. Si je n'avais pas reçu d'une de mes sœurs qui habitait à la Bresse des colis fréquents dans lesquels je trouvais des victuailles, nous aurions vraiment souffert énormément de la faim. Et j'ai constaté, et mon frère l'avait constaté aussi, que quand on travaille le ventre vide, on travaille mal. Hein. La pensée est difficile, l'action est à peu près impossible, n'est-ce pas? Et je persiste à croire que les grandes œuvres ne sont pas possibles quand on a le ventre vide. Bien sûr, les frangins ne vont pas en rester là. Avec autant de commandes, ils ont maintenant besoin de plus d'espace et ils vont déménager leurs ateliers à Boulogne-Billancourt. Et sur la base du premier hydroplaneur voisin Archdeacon, ils vont construire le Canard voisin, leur premier hydravion propulsé par un moteur en étoile Anzani de 60 chevaux. Et le succès sera encore là au rendez-vous puisqu'ils en vendront 80. En seulement quelques années, leur réputation est faite et Gabriel dira, je le cite, « Nous dépensions beaucoup d'argent, nous avions des voitures, nous recevions du monde, du désordre et de nombreuses sorties grévaient nos recettes d'une façon dangereuse. Malgré tout, notre firme grandissait. » Malheureusement, le 26 septembre 1912, Charles va se tuer au volant de son Hispano Suiza alors qu'il venait juste de rejoindre l'amour de sa vie, la baronne de La Roche, la première femme brevetée pilote de l'histoire de l'aviation. Accablé par la perte de son frère, Gabriel va tout simplement renommer l'entreprise Aéroplane Voisin. C'est aussi à partir de ce moment-là que l'entreprise va se trouver, bien malgré elle, un nouveau client, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agira de l'armée française. Même si l'armée de l'air est encore loin d'exister, l'armée s'intéresse tout de même à ces nouveaux engins, plus rapides et manœuvrables que les dirigeables qui étaient utilisés depuis déjà une centaine d'années. Et dès le début de la Première Guerre mondiale, l'armée va ordonner à Voisin de lui fournir essentiellement des avions lourds pour la reconnaissance et le bombardement de nuit. Le président de la République nous a tous réunis autour d'une table immense et nous a tenu le discours suivant. Messieurs, la guerre est déclarée, nous allons avoir besoin d'une quantité considérable d'avions et nous avons choisi comme avion de guerre l'avion Voisin. Je n'étais pas prévenu le moins du monde de cette décision militaire. J'ai été très surpris. En 3 mois, la maison Voisin est devenue une espèce de grande usine. Et nous avons sorti en 8 mois, nous avons sorti d'abord un avion par jour, 2 avions par jour, 3 avions par jour, et enfin 5 avions par jour au bout de 14 mois. Alors il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. On est encore loin des bombardiers capables de larguer des tonnes de bombes depuis la haute altitude. Il faut dire que jusqu'ici, les aviateurs jetaient des fléchettes et même des briques. Dès la fin de 1914, on commence à embarquer de vieux obus réformés et des bombes rudimentaires avec des embryons d'ailettes. On emportait ça dans le fuselage pour jeter sur des rassemblements ennemis autant que possible, hein, car il était difficile à 700-800 mètres, 1000 mètres ou même 1500 mètres de distinguer sans jumelles ce que c'était. Alors, le passager balançait les obus par-dessus bord avec une précision bien aléatoire. Là, on parle de quelques dizaines de kilos de bombes lâchées à la main au-dessus du champ de bataille, mais imaginez l'effroi que cela pouvait provoquer sur les troupes. Elles étaient sous la menace permanente de l'artillerie et des balles le jour, et la nuit, elles risquaient de se prendre des bombes sur la tête sans avoir entendu un seul bruit de canon. Alors oui, la précision du largage devait être très approximative et les pertes causées très faibles, mais l'impact psychologique sur des hommes à bout de nerfs, incapables de se reposer la nuit, devait être terrible. Pour la petite anecdote, c'est un avion Voisin qui obtiendra la première victoire aérienne de l'histoire de l'aviation. L'avion était là, n'est-ce pas, qui entrait comme ça. Je me suis dirigé ici, avec à peu près 200 mètres de plus d'altitude, ce qui m'a permis de piquer un peu pour rattraper de la vitesse. Et je me suis arrivé juste derrière lui. Je crois qu'il ne m'avait pas aperçu. Malgré les ordres, Franz avait fait installer une mitrailleuse. L'observateur Queneau tire 47 balles.
et Franz Sekeno remporte ainsi la première victoire aérienne de l'histoire. Je me suis posé à peu près à 300 mètres dans un terrain de chaume, mais je dois dire que j'étais très ému, car dans l'aviation, on ne voyait pas de mort. Mais cet acte héroïque marquera à jamais Gabriel Voisin. Vous dites dans le livre que vous avez écrit au sujet de votre passé aérien, vous dites « J'ai souvent pensé à ces 2 enfants que j'ai tués avec une préméditation absolument inhumaine. » Vous avez été très frappé par cela. Oui. Mais j'ai éprouvé beaucoup de chagrin. Oh, c'était très pénible. Je ne pouvais rien faire, naturellement. Malgré l'horreur de cette guerre, c'est grâce à elle que Gabriel Voisin va devoir sa fortune, puisqu'il va vendre plus de 8000 appareils lors du conflit. Mais contre toute attente, dégoûté par l'utilisation mortelle de ces appareils, il va décider après-guerre d'abandonner complètement la construction d'avions. Pour reconvertir ses usines, il va imaginer tout un tas de projets, du hangar gonflable à la maison préfabriquée, montable en 3 jours seulement, en passant par une roue motorisée, adaptable sur n'importe quel vélo, le Motorfly. Mais finalement, c'est dans l'automobile, qui lui semblait être un marché beaucoup plus prometteur, qu'il va se lancer, et c'est comme ça qu'il va créer la marque automobile Avion Voisin. Il va alors utiliser toute son expérience en aéronautique et sa formation aux Beaux-Arts pour imaginer des voitures toujours plus modernes et luxueuses et concurrencer des marques comme Bugatti et Hispano-Suiza. Et pour y arriver, il va alors engager un jeune ingénieur, André Lefebvre, et le mettre à la tête de son laboratoire. Et si ce nom vous dit peut-être quelque chose, c'est que ce n'est autre que le futur père de la Citroën Traction. S'entraîner, il sort son premier modèle dès 1919, la M1, qui sera vendue à 100 exemplaires, puis viendront rapidement la C1 à moteur 4 cylindres, la C2, première étude de moteur V12, la C3, première sportive de la marque, mais surtout la C4 qui représente l'entrée de gamme et le modèle le plus vendu de la marque. Jusqu'en 1926, il produira plus de 1000 voitures par an. C'est cette année-là qu'il remplace la C4 par la C7 et qu'il livre ses voitures entièrement carrossées, contrairement aux usages de l'époque où les constructeurs fournissaient des châssis nus aux carrossiers qui les habillaient à la demande des clients. Et comme beaucoup d'autres constructeurs de l'époque, pour se faire une place et une réputation dans le secteur, il va se lancer dans la compétition. Il tente en 1923 d'appliquer de façon approfondie la technique aéronautique au prototype Voisin laboratoire. Optimisation du poids, châssis monocoque, carrosserie profilée en aluminium, pompe de circuit de refroidissement actionnée par une hélice, absence de différentiel et j'en passe. Malheureusement, le manque de puissance de ces moteurs Knight à chemise mobile sans soupape expliquera le manque de résultats. Malgré quelques victoires anecdotiques, les avions Voisins ne font pas le poids face à la concurrence. Ils vont donc abandonner les courses sur circuit et se lancer à la conquête de tous les records possibles. Et pour y arriver, ils vont tout simplement fabriquer la Voisin des records, une voiture profilée animée par un moteur 8 cylindres en ligne de 8 litres qui développait 200 chevaux. Et le 13 avril 1927, sur l'anneau de vitesse de Montlhéry, ils vont battre 2 records du monde dès leur première tentative, celui des 100 km et celui des 100 miles, avec une vitesse moyenne de plus de 205 km/h. Le 27 mai, ils battent le record de vitesse moyenne sur 1 heure, et le 12 juillet, ce sont encore 5 records du monde qui tombent. Record de vitesse sur 500 et 1000 km, 500 miles, 3 heures et 6 heures. Il ne leur reste plus qu'à s'attaquer à une durée symbolique, celle des 24 heures. Les 3 pilotes, Marchand et Morel, accompagnés de Kirillov, rejoignent Montlhéry, et vers 15h le 26 septembre, la tentative débute. Changement de pilote et permutation des pneumatiques toutes les heures et demie, ravitaillement de l'auto toutes les 3 heures, le tableau de marche se déroule sans souci. Et 24 heures plus tard, 9 records du monde se sont ajoutés à la liste déjà impressionnante de ceux détenus par les automobiles Avion Voisin. Allez, je vous mets un lien en description si vous voulez voir tout ça en détail. C'est donc avec un total de 17 records du monde que Voisin se présente au Salon de Paris en 1927, où la glorieuse 8 cylindres sera exposée. Alors bien sûr, je ne vais pas continuer à lister comme ça tous les modèles imaginés par Gabriel Voisin, ce serait bien trop ennuyé. Mais il faut tout de même comprendre que pendant toutes ces années, son but n'était pas que de vendre des voitures, mais bien de proposer toujours plus d'innovation. Voisin lancera donc la C11 dont le châssis et la carrosserie étaient entièrement en aluminium, suivi en 1926 de modèles plus ambitieux, moteur V12, et même une étude de voiture en losange pour laquelle il avait déjà déposé un brevet dès 1923. Il l'appellera même en toute modestie la voiture de l'avenir. Malheureusement, comme beaucoup d'autres constructeurs de voitures de luxe de l'époque, il va subir de plein fouet la crise de 29. Et dans les années 30, les clients fortunés se font de plus en plus rares. Et pour tenter de remplir ses carnets de commandes, Gabriel Voisin va décider de provoquer une rupture stylistique pour se différencier de la concurrence. Et oui, avant d'être un industriel, il est avant tout un ingénieur et un dessinateur. Et pour en finir avec le style cubique des voitures de l'époque, il va lancer la C25 Aérodyne. Avec ses grandes lignes courbes et très épurées, on devine tout de suite son inspiration aéronautique en forme de profil d'aile d'avion.
Et pour donner encore plus de luminosité à l'intérieur, il va aller jusqu'à l'équiper d'un toit rétractable muni de hublots. Mais avec ses lignes radicales et déroutantes pour la clientèle de l'époque, elle ne se vendra qu'à une trentaine d'exemplaires. C'est donc moins de 2 ans plus tard, en 1935, qu'il va la remplacer par la C28 Aérosport au style encore plus radical. Elle est la première à intégrer le style ponton. On retrouve le toit rétractable de l'Aérodyne, mais cette fois-ci, les ailes sont intégrées au reste de la caisse, de même que les phares et les pare-chocs. Presque rien ne dépasse, si ce n'est la cocotte qui hante toujours fièrement le capot de l'engin. Mais là encore, il n'en vendra qu'une dizaine, marquant là le déclin définitif de la marque, qui déposera le bilan en 1937. C'est l'entreprise Gnome et Rhône qui reprendra la marque et la divisera en 2 sociétés distinctes. Une société de construction automobile qui disparaîtra avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, et une seconde d'ingénierie aéronautique qui deviendra après-guerre la SNECMA. Après la Deuxième Guerre mondiale, sans argent et dépossédé de ses moyens de production, Gabriel Voisin va proposer un modèle de micro-voiture pour permettre aux Français de se déplacer à moindre coût, le biscooter. Équipée dès l'origine d'un petit moteur 125 cm3, elle pouvait être conduite sans permis et devait permettre à 2 personnes de se déplacer tout en étant protégées par un pare-brise et une capote rétractable. Rejeté par la France, c'est auprès d'un industriel espagnol qu'il va réussir à concrétiser son projet dans les années 50. Là-bas, elle connaîtra un véritable succès et elle aura droit à une version utilitaire type Woody et même un petit cabriolet trop mignon à carrosserie polyester. Avec la reprise économique des années 60, sa production va s'arrêter, après 18 000 modèles vendus quand même. Ce sera là le dernier grand projet de Gabriel Voisin qui s'éteindra le 25 décembre 1973 à l'âge de 93 ans. Il aurait eu la chance au cours de sa vie d'être le premier Français à faire voler un plus lourd que l'air et de voir l'homme marcher sur la Lune avant de nous quitter. Reconnu pour sa forte personnalité, mais aussi pour sa créativité sans borne, il a su ne jamais se laisser brider par des contingences économiques ou industrielles et il a su imposer sa vision sans vouloir forcément plaire au plus grand nombre. Finalement, on pourra dire que le seul tort de ce visionnaire est d'avoir souvent eu raison trop tôt. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai essayé de dire l'essentiel, même si on ne peut pas résumer la vie d'un inventeur de génie tel que lui en si peu de temps, j'en suis bien conscient. Si vous voulez en découvrir un peu plus, je vous mets quelques liens en description, dont l'interview complète d'1 heure de Gabriel Voisin par Pierre Bellemare. C'est une vraie pépite. Alors n'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir avant de partir, et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!